L'histoire tragique de Sonia, c'est celle d'un assassinat préparé des mois à l'avance. Cette lycéenne de 17 ans a été sauvagement assassinée à Laon en avril 2012. Un crime sanglant commis par l'un de ses proches amis. Le jeune homme était attiré à la fois par la mort, mais aussi par le fait de donner la mort. Le tueur évoluait dans le milieu gothique. Depuis des années, il était fasciné par la violence et les serial killers. C'est un garçon qui s'était enfermé dans un univers totalement macabre, avec une fascination pour la mort. Un jeune homme habité par des pulsions meurtrières, un besoin de tuer irrépressible. Comment ce lycéen, en apparence normale, a-t-il pu basculer dans l'horreur? Pourquoi a-t-il décidé de s'en prendre à Sonia? Pour le comprendre, les enquêteurs se sont plongés dans l'univers morbide de Lewis Pesce. Ce mercredi après-midi, il est 14h lorsque la cloche du lycée Julie d'Aubier de Laon retentit. Les élèves s'apprêtent à regagner leur salle de classe, mais une personne manque à l'appel. Il s'agit de Sonia, une élève de terminale qui n'est pas rentrée de sa pause déjeuner. Les amis du lycée de Sonia commencent à s'inquiéter dans l'après-midi parce qu'ils ne la voient pas reprendre les cours et c'est pas dans ses habitudes à Sonia de sécher. Quelques heures plus tôt, Sonia a passé sa première épreuve du bac blanc. Un peu avant midi, elle a bu un verre avec un ami dans un bar des hauteurs de Laon. Puis elle est partie seule et plus personne ne l'a revue. Pour les camarades de Sonia, cette absence est étrange. C'est une bonne élève qui suit toujours ses cours avec assiduité. Ils décident alors de prévenir Victor, le petit ami de Sonia, qui sait toujours où elle se trouve. Son fiancé cherche à la joindre et tombe systématiquement sur sa boîte vocale et il lui envoie des textos, pas de message. Victor, le petit ami de Sonia, est surpris, car elle avait prévu de l'appeler à la fin de son examen. Mais rien. Les heures passent et à 18h, Sonia ne monte pas dans l'autocar qui aurait dû la ramener chez elle dans un petit village à quelques kilomètres de Laon. Les parents de Sonia qui habitent un petit village près de Marle, Châtillon-les-Sons, vont s'inquiéter aussi à leur tour lorsqu'ils ne vont pas revoir leur fille rentrer en fin d'après-midi. Lorsqu'elle est en retard ou qu'elle prévoit de ne pas rentrer, Sonia prévient toujours ses parents. Et ce retard inexpliqué ne lui ressemble pas. Ce comportement-là, parce que Sonia va bien dans sa vie, parce qu'il n'y a aucune raison que cela change, nécessairement ça inquiète tout de suite les parents. À 20h passées, Sonia n'est toujours pas rentrée chez elle. Son téléphone est sur répondeur. Ses proches ont désormais le sentiment que quelque chose de grave s'est produit. Ils décident alors de partir à sa recherche. Le fiancé et le frère et le beau-frère de Sonia vont prendre leur voiture et vont aller à Laon et ils vont tourner dans la ville de Laon pour essayer de la retrouver. Pendant des heures, ils parcourent les rues de la ville. Ils appellent ses amis et se rendent dans les bars et les rues où Sonia a ses habitudes, mais la jeune fille reste introuvable. Impuissants, les parents attendent chez eux, espérant le retour de leur fille. Il est presque minuit lorsqu'ils décident de prévenir les gendarmes. La première intuition des gendarmes, s'agissant d'une adolescente de 17 ans, c'est nécessairement de dire elle a fugué ou elle s'est disputée, pourquoi pas avec son petit ami, pourquoi pas avec ses parents, et peut-être elle a fugué ou elle est sortie voir des amis en soirée. C'est la réponse classique que l'on a dans ce genre de circonstances. Les gendarmes habitués aux fugues d'adolescents ne sont pas inquiets. Mais Sonia est mineure, alors son signalement est diffusé à l'ensemble des équipes. Durant toute la nuit, les militaires vont patrouiller dans la ville de Laon et ses environs. Aucune trace de Sonia. Le lendemain matin, les gendarmes ouvrent une enquête.
dès le lendemain matin, vendredi 20 avril, cette lycéenne est inscrite au fichier des personnes recherchées. Et puis les gendarmes commencent à interroger les autres élèves du lycée. Avec ces premières auditions réalisées à la sortie du lycée, les enquêteurs cherchent à reconstituer l'emploi du temps de Sonia. De leur côté, les parents de l'adolescente posent des questions aux amis de leur fille. Un nom revient à plusieurs reprises, celui de Lewis Péché. C'est un lycéen que Sonia connaît bien et qui serait surtout le dernier à l'avoir vu. Devant ce nom qui n'était pas connu d'eux, les parents de Sonia vont se rendre devant le lycée pour essayer de le rencontrer. Et on a une attitude très particulière de suspect qui, à la vue des parents, il y a aussi la sœur qui est présente, prend la fuite. Donc il est rattrapé, sur peu de distance, et questionné par les parents, qui, devant l'attitude suspecte de cette personne, nous téléphonent immédiatement. Lorsque les gendarmes arrivent sur place, la situation est tendue. Ils commencent par calmer les parents de Sonia et éloignent Lewis Péché. Ils vont questionner le jeune homme, un peu à l'écart, sur le trottoir du lycée. Lewis Péché est entendu par les gendarmes sur son emploi du temps et sur sa rencontre avec Sonia. Il explique visiblement qu'il a vu quelques minutes Sonia, mais que voilà, qu'elle est partie rapidement et qu'il ne sait pas du tout où elle devait se rendre. Peu après midi, Lewis Péché et Sonia auraient passé un moment ensemble le long des remparts de la vieille ville. Un rendez-vous qui aurait mal tourné. Et il nous parle d'une dispute qu'il aurait eue avec elle. Elle lui aurait pris son téléphone et l'aurait jeté dans une partie boisée autour de l'abbaye Saint-Vincent. Des recherches sont menées sur place. Elles ne permettent pas de localiser le boîtier téléphonique. Les déclarations de Lewis Péché n'apportent aucun élément probant aux gendarmes. Mais 48 heures après la disparition de Sonia, une information essentielle va parvenir aux enquêteurs. Une information inquiétante qui va faire basculer l'enquête. Ça fait maintenant 2 jours que Sonia a disparu, 2 jours qu'elle n'a donné aucun signe de vie. L'enquête des gendarmes piétine, jusqu'au moment où un témoin inattendu va se présenter aux gendarmes. Vers 17h40, on a une personne qui se présente à la brigade et qui nous livre une version de ce qu'elle a vécu. Cette personne, c'est Juliette, l'ex-petite amie de Lewis Péché. Elle ne peut plus garder pour elle les confidences que Lewis lui a faites. C'était juste après la disparition de Sonia. Donc on s'est rejoint vers 1h35 à peu près. Et j'ai vu qu'il était tout rouge, donc je lui ai demandé s'il avait couru. Il m'a dit qu'il avait couru et il m'a montré son pantalon sur lequel il y avait un peu de vert et de rouge en me demandant devine ce que c'est. Donc je lui ai demandé des explications et là il m'a tout débité. Lewis aurait avoué à Juliette avoir tué Sonia quelques minutes plus tôt. Il se serait vanté d'avoir commis un meurtre. Il m'a raconté comment, il m'a tout dans l'ordre chronologique, il m'a tout dit. Les enquêteurs prennent le récit de Juliette très au sérieux. Elle leur décrit le meurtre avec une grande précision et leur donne l'heure et le lieu du crime. Les éléments matériels qui sont décrits sont vraiment très précis et nous laissent vraiment penser immédiatement à quelque chose de concret. Et pas d'une simple dénonciation ou une simple équilibration, mais on est tout de suite dans des faits qui ressemblent à du réel. Lewis Péché n'est plus un simple témoin. Pour les gendarmes, il devient suspect. Dans les minutes qui suivent, on renvoie une patrouille au lycée pour interpeller et placer en garde à vue cette personne qui devient pour nous un suspect avant qu'elle ne sorte de ses cours. Les enquêteurs arrivent devant le lycée de Lewis Péché au moment où le jeune homme passe la grille. Lorsqu'il aperçoit les gendarmes, il reste calme, il ne manifeste aucune émotion. Et il se laisse emmener. Par contre, dès les premiers contacts avec ces personnes en uniforme, on sent qu'il y a un mutisme complet qui s'installe. Sur le trajet qui mène à la gendarmerie, le jeune homme reste silencieux.
Cette attitude renforce l'intuition des gendarmes. Ils ont la conviction que le jeune homme, qui est le dernier à avoir vu Sonia, ne leur a pas tout dit. Et face à son mutisme, les enquêteurs comprennent qu'ils doivent procéder en douceur pour gagner sa confiance. C'est une des techniques, pour rétablir la communication, on change l'environnement. Donc ceux qui sont intervenus vont être sortis du contact de la personne du suspect et on va placer un autre enquêteur, selon les circonstances qu'on estime les plus favorables, en tenue ou en civil, en tout cas dans les locaux, bien isolés, et on va éviter de perturber ce tête-à-tête qui doit s'instaurer, cette relation de confiance qui doit s'instaurer, cette espèce d'empathie entre l'enquêteur et la personne entendue. La stratégie des enquêteurs est payante. Dans la salle d'interrogatoire, Lewis Pesce baisse la garde et très rapidement, il parle. Dans les 10 minutes qui suivent, il a déjà donné une première version précise et il reconnaît l'assassinat. Il reconnaît le meurtre de Sonia et donne des indications précises sur l'endroit où repose le corps de la jeune femme. Il donne également des détails sur la manière dont il a tué Sonia et sur l'arme du crime. Les enquêteurs décident alors d'aller vérifier sur place. Les gendarmes se rendent derrière les ruines de l'abbaye Saint-Vincent, sur un petit sentier, la promenade de la Madeleine. D'après les indications de Lewis Pesce, le corps de Sonia se trouverait sur le versant, à 30 mètres en contrebas. L'endroit indiqué par Lewis Pesce est difficile d'accès, caché dans les bois. Pendant plus d'une demi-heure, les gendarmes vont parcourir la promenade de la Madeleine avant de localiser précisément le lieu. Et sur place, ils découvrent l'horreur. On a retrouvé le corps de la malheureuse sous une tôle. Bon, elle avait été tuée sauvagement à l'arme blanche. Le corps découvert par les gendarmes est bien celui de Sonia Brimbrook. Il porte les marques d'une agression très violente avec de multiples mutilations. Sonia a succombé à une vingtaine de coups de couteau, portés essentiellement au niveau du cou, du haut du torse et de la tête. L'agression a été visiblement violente, on parle d'un certain acharnement. La police scientifique va rapidement arriver sur place. Les techniciens vont quadriller la scène du crime. Pendant ce temps, à la gendarmerie, l'interrogatoire de Lewis Pesce se poursuit. Le jeune homme raconte sans aucune émotion et avec beaucoup de précision le déroulé des événements. Un meurtre qu'il aurait froidement prémédité. Le jeudi 19 avril au matin, Lewis Pesce aurait quitté le domicile de ses parents avec l'intention de tuer. C'est un jeune homme totalement déterminé qui serait monté dans l'autocar ce matin-là. Il avait prévu de tuer Sonia ce jour-là, donc il avait préparé tout un équipement pour pouvoir le faire. Il a introduit dans son sac de l'école un sac de poubelle, un couteau, un briquet, une bouteille d'essence, une chemise blanche faisant office de tablier et des gants. Lewis Pesce se serait ainsi rendu à son lycée où il aurait suivi ses cours tout à fait normalement, sans que ses camarades en tout cas n'aient noté de changement dans son attitude. Il aurait été égal à lui-même, sombre et solitaire. En fin de matinée, à la sortie de son cours de philosophie, il aurait envoyé un SMS à Sonia pour lui fixer un rendez-vous. Un rendez-vous discret dans un lieu isolé des hauteurs de l'An, derrière les ruines de l'abbaye Saint-Vincent. C'est un endroit où les chemins débouchent sur un lieu assez plat,
entouré d'arbustes, mais un peu à ciel ouvert comme ça. Et c'est un lieu qui est assez prisé finalement des jeunes Lannois ou des alentours qui viennent sur Laon faire une petite soirée, parce qu'on y est tranquille, c'est à l'abri des regards, on peut faire un feu. D'ailleurs, à cet endroit, voilà, il y a des restes de feu, enfin des cendres, des choses comme ça. Vers midi, Lewis Péché aurait suivi ce petit sentier qui mène à l'endroit qu'il avait repéré. Il aurait alors enfilé ses gants et revêtu sa chemise blanche. À ce moment-là, son couteau est toujours dans son sac. Sonia serait arrivée quelques minutes plus tard. Lewis a emmené Sonia dans cet endroit à l'abri de regard. Il lui a dit, voilà, ferme les yeux, j'ai une surprise pour toi. Donc la jeune fille s'est exécutée, elle a fermé les yeux. Et lui, il a commencé à la poignarder. Le premier coup n'a pas été mortel. Donc elle, finalement, elle s'est demandé un petit peu ce qui se passait. Elle est, enfin, voilà, très surprise, évidemment, elle ne s'attendait pas du tout à ça. Et lui a continué à lui donner des coups de couteau, à la frapper avec son couteau. Donc elle a essayé de se protéger. Elle a mis ses mains en avant pour tenter d'écarter Lewis Péché qui lui donnait des coups de couteau. Et finalement, elle a succombé au bout d'un moment. Voilà, elle ne pouvait plus lutter. Il est presque 13h. Le corps sans vie de Sonia gît sur le sol de la clairière. La jeune femme a reçu une vingtaine de coups de couteau. L'agression dont a été victime Sonia est très violente. Ça a duré un bout de temps, une agression vraiment d'une rare atrocité d'après les enquêteurs. Mais la violence du passage à l'acte n'aurait pas empêché Lewis de poursuivre méthodiquement son plan. Le jeune homme aurait alors retiré ses gants et sa chemise tachée de sang. Avec la bouteille d'essence, il y aurait mis le feu. Lewis Péché aurait ensuite dissimulé le cadavre sous des tôles, puis il aurait quitté les lieux quelques minutes plus tard. Il aurait ensuite rejoint Juliette, son ex-petite amie, pour lui avouer son meurtre. Sur le moment, Juliette ne l'aurait pas cru. Puis par la suite, le soir, il est rentré chez lui, comme à son habitude, à son domicile, auprès de ses parents. Au fil de l'interrogatoire de Lewis Péché, les gendarmes découvrent l'implacable détermination du tueur présumé. Ils vont aussi rapidement s'apercevoir que le crime était prémédité. Un assassinat que Lewis Péché aurait minutieusement préparé depuis plusieurs mois. Dans la salle d'interrogatoire de la gendarmerie de Laon, Lewis Péché se serait très vite livré. Il aurait calmement expliqué aux enquêteurs toutes les étapes de la préparation de son crime. Lewis Péché, au cours de sa garde à vue, est très disert. Il parle, il a un côté presque revendicatif, c'est-à-dire qu'il a besoin d'exprimer exactement tous ses préparatifs. C'est pas sous un coup de tête qu'il a agi, c'est-à-dire qu'il explique aux gendarmes qu'il a vraiment préparé minutieusement, de manière méthodique, de manière très, très froide, l'agression qu'il allait commettre. Les gendarmes vont surtout découvrir le véritable piège mis en place par le jeune homme. Un guet-apens qui reposait avant tout sur la confiance de Sonia. Lewis Péché aurait agi comme un prédateur en conditionnant sa proie des mois à l'avance. Pendant environ un an, Lewis Péché va prendre un soin tout particulier à la relation qu'il a avec Sonia. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de moments de complicité. C'est une relation totalement platonique. La jeune femme a un copain. Lui, d'ailleurs, dit pas qu'il est attiré physiquement par elle. Il n'est pas amoureux d'elle. Simplement, voilà, il va s'assurer qu'elle le considère vraiment comme un ami, qu'elle n'ait absolument pas peur de lui pour que le moment venu, lorsqu'il va lui fixer rendez-vous, elle ne se méfie absolument pas. Lewis Péché aurait donc préparé l'assassinat de Sonia depuis un an. Plus il détaille son projet,
plus les enquêteurs découvrent sa persévérance morbide, sa froide détermination. Lewis Pesce ne s'en cache pas, pour réussir à tuer Sonia, il s'y serait pris à plusieurs reprises. Et sa première tentative remonterait à 7 mois plus tôt. C'est au mois de septembre qu'il aurait donné un premier rendez-vous à Sonia dans un lieu isolé, mais proche de son lycée. Il a fixé un rendez-vous à un endroit, à Sonia. Oui, selon lui, c'était pour tuer. Effectivement, c'était pour tuer. Il aurait déclaré aux enquêteurs que ce jour-là, il projetait d'étrangler Sonia avec une cravate, puis de lui arracher les yeux à la petite cuillère. Mais la tentative échoue. Sonia s'est trompée d'endroit. Et donc, mon client s'est présenté au lieu indiqué que lui, où il attendait Sonia. Comme il n'a pas vu, là, il était en colère. Et puisque Sonia n'est pas venue, eh bien Lewis va récidiver. 6 mois plus tard, il aurait à nouveau décidé de passer à l'acte. Là, c'est le 18 avril 2012. Il demande à Sonia de se présenter dans un cimetière, notamment le cimetière Saint-Just de Laon. Il y a dans le cimetière un ouvrier, qui travaillait là. Et évidemment, mon client n'a pas pu passer à l'acte en ce moment-là. Donc, a reporté le rendez-vous et lui a dit, voilà, on se retrouve donc le lendemain, là où effectivement le crime a eu lieu. Et le lendemain, à la 3e tentative, Lewis Pesce aurait finalement réussi à mettre son terrible projet à exécution. Une mise à mort méticuleusement planifiée. Les enquêteurs vont progressivement découvrir la face cachée et terriblement menaçante du jeune homme. Jusqu'à ce meurtre, le jeune homme ne se distinguait que par son attirance pour le milieu gothique, son goût pour les cimetières et son intérêt pour la religion. De toute évidence, ça allait beaucoup plus loin. Et c'est un garçon qui s'était enfermé dans un univers totalement macabre, avec une fascination pour la mort. Il m'a déjà dit que quand il regardait des films de serial killer, qu'il se demandait comment ça faisait de tuer quelqu'un ou des choses comme ça. Mais je me disais quand même que c'était bizarre qu'il soit autant passionné par les serial killers, qu'il voulait même envoyer un mail à un serial killer. Je lui ai dit que ça se faisait pas en France, quoi. Cette passion pour la mort et les tueurs en série, ainsi que ce goût prononcé pour le macabre, vont être confirmés lors d'une perquisition au domicile de Lewis Pesce. Les enquêteurs vont alors entrer de plein pied dans l'univers secret du jeune homme. C'est une chambre assez étroite finalement, une chambre rectangulaire dont les murs sont peints en rouge. Et donc, la fenêtre est fermée, donc il y fait sombre. Finalement, la seule lumière qui éclaire cet endroit, c'est l'ampoule électrique au plafond. Et donc, sur ces murs de couleur rouge, se détachent une multitude de dessins. Des dessins morbides, où il y a nécessairement des cimetières, des croix, des tombes, où on voit des actes de violence sur ces dessins. C'est une chambre particulière. Dans sa chambre, il découvre un monde effrayant. L'impression qu'on a quand on a pénétré dans cette chambre, c'est celle d'un univers morbide, vraiment tourné vers la mort, un univers oppressant et un univers dérangeant et presque malsain. Outre le décorum macabre de la chambre de Lewis Pesce, les gendarmes découvrent par ailleurs ses soudains excès de violence, comme ce jour où Juliette, sa petite amie de l'époque, lui avoue qu'elle fume en cachette. Il avait réagi assez violemment, il a voulu me jeter du haut des remparts. Il m'a pris au col et il me poussait en me demandant si c'était un jeu pour moi, si j'allais sauter toute seule ou s'il fallait qu'il me pousse ou des trucs comme ça. Les gendarmes comprennent également que le parcours de Lewis Pesce est une lente montée en puissance vers le passage à l'acte. Avant de s'en prendre à Sonia, Lewis se serait exercé sur des animaux. Il a expliqué avoir déjà tué des chats d'une façon cruelle,
en les dépeçant. Le jeune homme était attiré à la fois par la mort, mais aussi par le fait de donner la mort. Bah, il ne l'expliquait pas, il disait simplement qu'il en avait envie. Progressivement, la mise à mort d'animaux n'aurait plus suffi à Lewis Pesce. Il aurait exprimé à plusieurs reprises au cours de l'année écoulée sa volonté de passer un cap, c'est-à-dire de s'attaquer à un être humain. Et plus les pulsions meurtrières de Lewis Pesce apparaissent au grand jour, moins le mobile du meurtre de Sonia semble clair. Lewis Pesce aurait agi poussé par un besoin irrépressible, un besoin sans lien réel avec sa victime. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de relation amoureuse, c'est pas vénal, il y a pas c'est pas par rapport à l'argent. Voilà, c'est même pas un pacte mortel entre eux finalement. C'est vraiment l'envie de tuer, quoi. Il avait envie de tuer quelqu'un et il a tout fait pour mettre en pratique ce fantasme qu'il avait, quoi. Un fantasme meurtrier et une recherche de sensations que le jeune homme a du mal à définir devant les gendarmes. Passons à l'acte, il s'attendait à des sensations. Alors, comme c'est un mot général, c'est très difficile au moment de savoir qu'est-ce qu'il met là-dedans. Il était déçu parce qu'il espérait ressentir quelque chose, même si, n'importe quoi, même si c'était du plaisir et il aurait pensé qu'il avait un problème mental, soit des regrets ou n'importe quoi, il voulait ressentir quelque chose en fait. Il dit, je m'attendais par exemple à une érection ou à autre chose. Voilà, à cette autre chose-là, il n'explique pas. À l'issue de 24 heures de garde à vue, Lewis Pesce est mis en examen pour assassinat. Il est ensuite incarcéré à la maison d'arrêt de Laon. L'instruction de cette affaire est aujourd'hui en cours et tout l'enjeu réside dans l'expertise psychiatrique du jeune homme. L'idée est vraiment de savoir si au moment des faits, Lewis Pesce avait véritablement conscience de ce qu'il était en train de faire ou si il n'était pas atteint d'une maladie pathologique qui aurait aboli son discernement. Et dans ces cas-là, le juge d'instruction ne pourrait que conclure à l'irresponsabilité pénale. La prison ou l'internement psychiatrique pour une très longue durée, à moins d'un coup de théâtre, ce sont aujourd'hui les deux seules issues possibles pour Lewis Pesce.